quand un leader aussi important que le prophète Mohammed disparaît, en 632, c'est forcément un moment critique. Les événements qui ont suivi sa mort n'ont pas seulement désigné un nouveau chef, non. Ils ont créé une fracture, une division si profonde que 1400 ans plus tard, elle continue de façonner la géopolitique du monde musulman. Alors comment en est-on arrivé là? La grande question, c'est comment cette succession s'est-elle réellement passée? Et là, on a deux versions qui s'opposent radicalement. Est-ce que c'était un consensus spontané, une décision prise en toute sérénité par la communauté, ou est-ce que, comme le soutient une autre tradition, il s'agissait en fait d'une manœuvre politique, d'un véritable coup de force? C'est ce débat qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre cette énorme divergence, on va d'abord regarder le récit le plus connu, celui qu'on entend le plus souvent. Et ensuite, on plongera dans la perspective alternative, celle qui vient tout remettre en question. Alors, la version la plus répandue, qui est vraiment la base de la perspective sunnite, c'est que le prophète n'a laissé aucune instruction claire sur qui devait prendre sa place. Face à ce vide, la communauté se serait donc rassemblée et, par consensus, aurait choisi son tout premier dirigeant, le calife, en la personne d'Abou Bakr. Une décision collective en somme. Et c'est justement là-dessus que la vision critique se construit. Ses partisans posent une question qui semble pleine de bon sens. Comment est-ce possible? Comment un leader qui a passé plus de 20 ans à organiser les moindres détails de sa communauté aurait-il pu oublier la question la plus cruciale pour son avenir? Vu sous cet angle, l'idée qu'il n'ait rien prévu, ça paraît presque impensable. Pour piger la suite, il faut absolument avoir en tête un terme clé, El al-Bayt, littéralement les gens de la maison. Ça désigne tout simplement le cercle familial le plus proche du prophète. Et pourquoi c'est important? Parce que selon la perspective critique qu'on explore, c'est précisément ce groupe que le prophète aurait désigné pour prendre la relève. Alors, qu'est-ce qui fait dire qu'il y avait bien un héritier désigné? Eh bien, le premier gros argument s'appuie sur un événement très précis, celui de Ghadir Khoum. Et là, c'est fascinant, parce que cet événement montre à quel point une même scène peut être interprétée de deux manières complètement différentes. Pendant son dernier pèlerinage, le prophète fait un serment à un endroit appelé Ghadir Khoum. Pour la tradition sunnite, c'est un moment où il exprime son affection pour son cousin Ali. Mais pour la tradition chiite, les mots utilisés ce jour-là sont bien plus qu'une simple déclaration d'amitié. C'est une investiture, une nomination publique et claire. Et pour renforcer cette deuxième lecture, les récits chiites mettent en avant cette phrase. Une phrase qui aurait été prononcée par une figure majeure, Omar ibn al-Khattab, juste après le sermon. Quand il dit « Te voici devenu mon maître », pour eux, c'est la preuve que tout le monde avait bien compris qu'il s'agissait d'un transfert d'autorité. On avance dans le temps et on arrive au tout dernier jour de la vie du prophète. Et là, selon la vision critique, ce qui se passe n'a rien à voir avec de la confusion. C'est une manœuvre politique préparée et délibérée. Le décor est planté. Le prophète est sur son lit de mort, il sent la fin approcher. Et là, il demande de quoi écrire un dernier testament. Un document qui, d'après ses propres mots, devait servir de guide infaillible pour que sa communauté ne s'égare jamais après sa mort. Et c'est là que la tension monte d'un cran. D'après un récit célèbre, Umar serait intervenu en disant, en substance, que le prophète délirait à cause de la maladie. Résultat, le testament n'a jamais été écrit. Pour les partisans de la lignée d'Ali, cet acte est vu comme une obstruction volontaire, un moyen d'empêcher que les dernières volontés du prophète soient officiellement consignées. La chronologie des faits est vraiment au cœur de la polémique. D'un côté, on a la famille du prophète qui prépare ses funérailles, un moment de deuil intime, et pendant ce temps, au même moment, une réunion politique a lieu à la Saqifa. C'est là, en l'absence totale de la famille, qu'Abou Bakr est élu. La tradition chiite n'y voit donc pas un consensus, mais une décision politique prise à la va-vite par une faction qui a profité de la situation. Et cette élection, elle est loin de faire l'unanimité. Ali et ses proches refusent de prêter allégeance au début. Et c'est là qu'on trouve des récits assez troublants, y compris dans des sources sunnites, qui racontent un épisode de confrontation. Omar aurait menacé de mettre le feu à la maison de Fatima, la fille du prophète, pour obliger tout le monde à se soumettre au nouveau calife. C'est un élément central dans le récit d'une succession imposée par la contrainte. Ok, donc une fois que le nouveau pouvoir est en place, comment est-ce qu'on fait pour le légitimer? Comment est-ce qu'on impose sa version de l'histoire? Selon la perspective critique, il y a eu deux stratégies principales. D'abord, une stratégie économique. On confisque les terres de Fadak qui appartenaient à Fatima, ce qui affaiblit financièrement la famille du prophète. Et ensuite, une stratégie narrative, peut-être la plus importante. On prend le contrôle du récit. On fait circuler des traditions qui légitiment le nouveau pouvoir, et en parallèle, on en crée d'autres pour discréditer l'opposition, comme cette fameuse histoire d'Ibn Saba, inventée pour faire passer le chiisme pour une sorte de complot.
Et pour vraiment saisir le sentiment d'injustice de l'autre camp, il y a cette citation tirée d'un serment attribué à Ali. C'est incroyablement poétique et douloureux. L'image de la paille dans l'œil et de l'arête dans la gorge. C'est une métaphore terrible de la douleur silencieuse, d'une souffrance qu'on est obligé de supporter sans pouvoir crier. Et il ne faut pas croire que tout ça, c'est juste une vieille querelle d'historiens. Non, non. Cette fracture vieille de 14 siècles, elle est bien vivante aujourd'hui et elle se rejoue en permanence, notamment sur nos écrans. C'est flagrant quand on regarde les séries télévisées, par exemple. D'un côté, on a des productions financées par l'Arabie Saoudite qui vont reprendre la thèse d'Ibn Saba pour présenter la division comme une sorte de malentendu ou de conspiration. Et de l'autre, des productions iraniennes qui vont mettre en scène la vengeance pour la famille du prophète comme une épopée glorieuse et juste. L'histoire devient un champ de bataille contemporain. Tout ça nous amène finalement à une question essentielle, une question qui va bien au-delà de cet épisode historique. Ce conflit d'interprétation nous rappelle que l'histoire est très souvent un récit qui est façonné par le pouvoir. Quand des événements aussi fondateurs peuvent être lus de manière si radicalement opposée, comment on fait pour distinguer le fait de la narration? Et au fond, qui a le pouvoir, qui a le droit d'écrire la vérité?